Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'hésitais à me mettre ici compte tenu du soleil, mais à la fois je voulais vraiment profiter de la luminosité pardon, et faire le plein, voilà, des rayons là qui se présentent à moi. Donc je me suis dit tant pis, ça va peut-être être un début de vidéo un peu lumineux de moi avec les yeux un peu plissés, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire vite. Je n'ai pas du tout tourné, là on est samedi aujourd'hui, on est le 15, samedi 15 février, je n'ai absolument pas tourné de la semaine. Pourquoi? Je sais même plus pourquoi, parce que d'habitude si je tourne en fait les midis, et là j'ai eu pas mal de choses en fait, j'ai fait pas mal de journées continues au boulot parce que j'avais pris un peu de retard et que j'avais beaucoup de travail. Donc voilà, je me suis dit allez c'est pas grave, tant pis, on ne fait pas de vidéo cette semaine, mais du coup je commence une nouvelle vidéo samedi, ce qui fait que vous allez avoir quasi 9 jours de vidéos, de lecture en cours, de lecture terminée, etc. Donc ça va sûrement faire voilà, une belle grosse vidéo la semaine prochaine. Donc je vais essayer de faire court et je me mets tout de suite à vous parler de livres. J'ai reçu 3 livres récemment, 2 que j'avais commandés. Il ne me semble pas vous les avoir présentés dans le précédent vlog, je ne crois pas. Et un autre que j'ai reçu de la part des éditions Hauteville. Alors je commence par lui-ci. Il s'agit du roman Avant qu'elle disparaisse d'Anna Reyes. Elle vous attend au fond des bois. On est dans la collection Suspense. J'espère que du coup avec le soleil vous verrez bien quelque chose. Il s'agit d'un thriller magistral, d'un vrai page-turner, l'un des meilleurs romans de cette année, nous dit Reese Witherspoon, qui est du coup la fameuse actrice bien connue. Le Times nous dit que c'est un roman effrayant sur les affres de la mémoire et des désirs. Je vais vous lire du coup le résumé. Maya était encore au lycée quand sa meilleure amie Aubrey s'est effondrée raide morte devant Frank, un énigmatique jeune homme avec qui elles avaient passé tout l'été. 7 ans plus tard, lors d'une énième nuit d'insomnie, Maya tombe sur une récente vidéo YouTube dans laquelle une jeune femme s'effondre de la même manière qu'Aubrey des années plus tôt, devant la même personne, Frank. Maya décide alors de retourner dans sa ville natale du Massachusetts pour découvrir ce qui s'est réellement passé cet été-là. La réponse se trouve dans la cabane au fond des bois que Frank lui avait fait visiter, une cabane qui lui avait semblé à l'époque digne d'un chalet de conte de fées. C'est hyper mystérieux ces histoires de morts comme ça, de personnes qui tombent, qui s'effondrent sans que rien ne se passe réellement, a priori, et toujours devant la même personne. Assez mystérieux. Voilà, en tout cas, ce roman me tentait pas mal, donc merci beaucoup aux éditions Hauteville de me l'avoir envoyé. Je pense que je vais le lire très vite, surtout s'il s'agit d'un page-turner. Autre réception, cette fois-ci, c'est moi qui me les suis commandées, mais je crois que je vous l'ai dit que je me les étais commandées ou pas, je ne sais plus. Il s'agit d'un Automne pour te pardonner, le tome 1, la fameuse saga de Morgane Moncomble, dont on a beaucoup entendu parler. Attendez, je vais essayer de le mettre là, voilà. Dont on a beaucoup entendu parler, ça fait un moment qu'il me tentait, et en fait sur le site de la FNAC, comme j'ai commandé Fourth Wing de Rebecca Yarros, dont je vous ai parlé, enfin je vous ai beaucoup parlé de l'autrice, puisque j'ai lu dernièrement son dernier roman In the Likely Event que j'ai littéralement adoré. Manon des lectures de Manon a dévoré ce livre, et donc du coup je me suis dit autant commander plusieurs livres sur le site de la FNAC, donc j'ai commandé celui-ci et celui-ci m'était suggéré, et comme il était dans ma wishlist, eh bien je l'ai pris tout simplement. Donc voilà, j'ai ces 2 livres là que j'ai très envie de lire vraiment rapidement. D'ailleurs, j'ai commencé hier un Automne pour te pardonner, sauf qu'en fait, on s'est lancé avec Cocon littéraire Lauriane et Manon des lectures de Manon dans une lecture commune de L'Empoisonneuse de Palerme, dont la couverture, je vais la mettre là, est absolument magnifique, écrit par Catherine Kemp, meurtrière ou justicière, à vous d'en décider, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il s'agit d'une fresque historique inspirée par Giulia Tofana, l'empoisonneuse légendaire. Récit de celle qui fut considérée comme la première tueuse en série de l'histoire. Ce roman envoûtant est une ode à la sororité, à la transgression et à la rébellion secrète. On l'a commencé, enfin moi je l'ai commencé hier soir. Voilà, j'ai lu une 60aine de pages et après avoir tourné cette vidéo, je vais me mettre au soleil et continuer à lire ce roman. Donc c'est pour ça que j'ai interrompu Un Automne pour te pardonner. Donc voilà, je fais un peu dans l'ordre. Là, en cours, j'ai ça. Et bien entendu, je suis toujours dans le Diana Gabaldon Outlander, le Chardon et le Tartan, le tome 1, que j'ai passé en livre audio. Donc, j'en suis ici, que j'ai passé en livre audio.
Et c'était plutôt bien de ma part de faire ça, parce que, alors les livres audio de base j'aime bien, même si il faut quand même que je tombe sur une voix qui me parle et qui me capte et qui me permet de me plonger dans l'histoire et de complètement zapper tout ce qui se passe autour de moi. Et pour le coup, la voix choisie pour raconter l'histoire d'Outlander est parfaite. J'ai l'impression d'être au coin du feu, d'avoir ces petites flammes et ces petits crépitements, d'être sous un ciel étoilé, au milieu des bois et de me sentir en sécurité, qu'on est en train de me raconter une histoire. En fait, j'ai l'impression d'être... c'est ça en fait, le feu, ma tente, je suis allongée en fait à plat ventre dans ma tente, j'ai juste la tête qui sort et c'est comme si j'avais une conteuse au coin du feu qui est en train de me raconter cette histoire. Et j'adore, j'aime beaucoup trop. J'ai jamais été autant, comment dire, autant avide en fait et autant frénétique à l'idée de retourner écouter une lecture audio. Et pour le moment, je suis agréablement surprise parce que force est de constater que l'adaptation d'Outlander en série, pour le moment, enfin, il y a une seule scène sur combien 313 pages qui n'apparaît pas dans la série. Mais en dehors de ça, je retrouve vraiment toutes les scènes de la série. Et c'est assez rare pour être souligné parce que sur un tome qui fait 840 pages, enfin on le sait, les adaptations, on est forcément obligé de couper, de trancher, de faire des choix parce qu'on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tourner. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'oubli. Donc franchement, si jamais ce pavé vous fait peur et que vous avez envie de découvrir Outlander, franchement, passez sur le livre audio parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette à écouter, je vous dis. C'est comme si on me racontait une histoire. Donc ça, c'est génial. Et je reviens aussi avec un roman graphique terminé. Il s'agit de Sibylline, chronique d'une escort girl dont vous avez forcément entendu parler ces derniers temps. Édité chez les éditions Glénat et écrite par Sixtine Dano. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Déjà les dessins, je vous remettrai des inserts, mais j'adore. Je sais pas pourquoi il est parti celui-ci, bref. J'ai vraiment adoré les dessins, la colorimétrie qui est assez basique dans le sens où on est sur du gris, du noir, du blanc et tout un dégradé voilà, entre le blanc et le noir. Il n'y a pas de couleur du tout si je ne m'abuse, non il n'y a pas vraiment de couleur du tout. Après il y a un jeu aussi qui est fait sur les traits, les ombres. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, il y a des moments qui sont vraiment très vaporeux, quasi effacés et qui rendent les moments encore plus envoûtants et encore plus, comment dire, en suspension. Donc de quoi cela parle? On retrouve Raphaël qui débarque à Paris, qui aménage dans une petite chambre de bonne comme beaucoup d'étudiants qui arrivent sur Paris, qui débarque sur Paris pour faire des études d'architecture et en fait elle va vite se rendre compte malgré l'aide de ses parents que la vie à Paris est chère et que quand on fait des études, je suis vraiment très dans le soleil, bref, et que quand on fait des études d'architecture on a besoin de beaucoup de matériel, ne serait-ce que pour faire toutes les petites maquettes et il n'y en a pas qu'une ou deux à faire sur toute son année scolaire. Et donc elle va vite être un petit peu en rate d'argent et ne va pas forcément avoir envie de demander des sous supplémentaires à ses parents. Et elle va tomber, je ne sais plus par quel biais, si c'est complètement par hasard ou si on lui en parle, mais en tout cas elle va tomber sur une application d'escorte où elle va se faire appeler Sibylline, d'où le nom de ce livre. Et où du coup elle va vendre ses services, en tout cas vendre sa présence dans un premier temps et plus si affinité contre de l'argent. Donc forcément à un moment on sent que ça va lui coûter, qu'elle n'ouvre pas la porte à cette possibilité tout de suite. Elle tâte vraiment le terrain, elle réfléchit beaucoup, oui, non, peut-être, surtout qu'elle est dans une relation avec un jeune homme qui lui plaît bien, qui va pas forcément très bien accepter cette situation. Mais c'est surtout ce qui va s'opérer chez Sibylline, c'est vraiment, chez Raphaël, c'est un espèce de transfert, ou en tout cas
pas un dédoublement de personnalité parce qu'on n'est pas du tout dans de la schizophrénie, mais où en tout cas, il va y avoir Raphaël, l'étudiante assez sage, assez sérieuse, toute simple et compagnie. Et en fait, on va passer à Sibylline, qui va du coup se révéler pleine de sensualité, de sexualité, de raffinement, d'élégance. Enfin, vraiment, elle va revêtir un espèce de costume, le costume de Sibylline, mais pour autant, on n'a pas l'impression qu'il y a quand même une dissociation complète entre Raphaël et Sibylline. C'est juste que Sibylline va peut-être lui permettre d'acquérir un petit peu plus de confiance en elle, un peu plus de féminité, même si on peut dire qu'on manque de féminité. Enfin, c'est toujours ça, des notions et vocabulaires qui sont un peu comment dire, un peu délicats à employer dans ce contexte. Mais en tout cas, voilà, il va s'opérer une espèce de transformation. Voilà, alors est-ce qu'on peut dire que c'est une petite chenille qui devient papillon? Pas forcément, parce qu'elle n'était pas pour autant effacée avant de rencontrer le milieu de l'escorte. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on puisse parler de ces sujets-là, de ce sujet-là, à travers un roman graphique, parce que c'est vrai que... Enfin, elle le dit à la fin, hein, l'autrice, elle a rencontré pour faire ce roman graphique, pardon, je le pose parce qu'il est lourd. Pour faire ce roman graphique, elle a rencontré des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont escortes depuis longtemps, dont certains ne sont pas majeurs. Je crois qu'elle a rencontré un jeune homme qui a 15 ans, il me semble, je ne sais plus. Et du coup, c'est rare de rencontrer ce genre d'histoire dans la littérature qui parle vraiment quand même d'un problème de société, parce que allez, qu'est-ce qu'ils disent là? Ce récit est librement inspiré d'un jeune homme et de 6 jeunes femmes anonymes dont j'ai pu recueillir les témoignages et leurs expériences de sexe tarifé durant leurs études. Certaines d'entre elles ont commencé dès leurs 15 et 17 ans. Donc c'est un vrai problème et on n'en parle pas. Alors pourquoi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du sujet. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on ferme les yeux? Est-ce que... je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que c'est intéressant d'ouvrir cette porte et de lever un petit peu le voile sur cette économie un petit peu souterraine, sur ces... sur ces travailleurs en fait souterrains, travailleurs et travailleuses souterraines et dans dans des situations et dans des contextes. Il y a quand même dans ce roman graphique des situations et des rencontres quand même un peu glauques. J'étais en train de lire, il y avait mon mec en face de moi qui lisait lui autre chose, et alors moi j'ai tourné une page, je suis tombée sur 2-3 scènes où vraiment j'ai dit tout haut, ah mais c'est glauque, et vraiment j'ai trouvé ça quand même un peu glauque, et à la fois c'est une réalité qu'il est malgré tout intéressant de peindre et de dessiner là dans ce cas précis. Voilà pour Sibylline de Sixtine Dano, chronique d'une escort girl. Si ça vous intéresse, je vous le conseille. C'est un sacré petit bébé, mais qui est vraiment très très beau. Je voulais également vous parler, je m'arrêterai là après, du film et du biopic sur Bob Dylan qui s'appelle Un parfait inconnu. Ici à la maison, on a, mais peut-être que vous le savez déjà, on est fan de Patti Smith pour ma part et mon mec de Bob Dylan. À tel point qu'il l'a vu plus d'une 30aine de fois en concert, qu'on a quasi tous les vinyles, quasi tous les bouquins à la maison qui traitent de Bob Dylan. Et c'était un petit peu un risque à prendre, en tout cas le concernant, d'aller voir ce biopic. Pas qu'il était sceptique, mais je pense que quand on est fan à ce point d'un artiste et d'une personnalité telle que Bob Dylan, forcément la crainte c'est de ne pas retrouver, de pas trouver le propos suffisamment juste, de pas trouver l'interprète suffisamment juste, de trouver qu'il manque des scènes, de trouver qu'il y a des raccourcis, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver à un biopic quand en tout cas on a un espèce d'intérêt déjà de base pour la personnalité qu'on reprend au cinéma. Et là, il partait pas sceptique, il partait pas vainqueur non plus, ni vaincu, mais il a adoré. Et moi, j'ai adoré cette adaptation, j'ai adoré ce biopic. Timothée Chalamet, c'est ce que je mettais en story, n'interprète pas Bob Dylan, il est
Bob Dylan. Il est Bob Dylan. D'ailleurs, pour la petite anecdote sur le tournage, pendant les 3 mois du tournage, il demandait à ce qu'on l'appelle Bob. Je pense qu'il a dû avoir énormément de mal à sortir de ce personnage qu'il a préparé pendant 5 ans. Il joue de la guitare dans le biopic, il joue de l'harmonica, c'est sa voix quand il chante, et quand il parle, c'est la voix de Bob Dylan. C'est le flow de Bob Dylan. C'est... il est vraiment, c'est une espèce d'incarnation, c'est hyper étrange, enfin c'est déstabilisant et à la fois c'est fascinant à observer dans le film. Donc pour la petite histoire, on ne retrace pas, le biopic ne retrace pas toute l'histoire de Bob Dylan, mais retrace le début de sa carrière, le début des années 60, quand il débarque à New York avec sa guitare et sa casquette Gavroche, et qu'il va aller à l'hôpital, et ça c'est véridique, pour rendre visite à Woody Guthrie, qui est un ponte du folk au même titre que Pete Seeger à cette époque. Et il va aller le rencontrer, il va lui jouer un morceau, et ça va être un petit peu cette rencontre qui va nouer son destin, et il va écrire. Il va forcément se lancer dans des premiers albums de standards du folk, de reprises de standards du folk, jusqu'à oser chanter ses propres textes et vendre ses propres textes en maison de disques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà de ce début de carrière, le biopic s'attache vraiment à montrer la personnalité d'un Bob Dylan qui est timide à souhait, que beaucoup vont associer à de la nonchalance, mais pas forcément. C'est vraiment de la timidité, quelqu'un qui n'aime pas la célébrité, qui est hyper mal à l'aise avec ça, et quelqu'un qui, à un moment donné, donc plus vers 65-66, si je ne me trompe, va avoir envie de se défaire un petit peu de toutes ces personnalités du folk, toutes ces personnalités et ce cercle qu'il a accueilli à ses débuts, et cette sensation qu'il a d'avoir fait le tour du folk. Et quand il passe de la guitare sèche à la guitare électrique, pour faire un peu plus de bruit et dans ses textes et dans ses instruments, c'est la rupture en fait avec cet univers du folk, et vraiment le film le montre bien, même si mon mec me disait qu'il y a quelques raccourcis. Il n'empêche que c'est plutôt bien respecté dans la chronologie de l'histoire, même si forcément il y a des fois des sauts de puce dans le temps, mais pas le choix. En 2h20, je trouve qu'ils ont quand même déjà beaucoup couvert de choses, et franchement, mais Timothée Chalamet, mais tellement impressionnant de justesse, enfin c'est... Oui, il m'a impressionné, enfin je le trouve impressionnant ce mec. Alors je ne l'avais pas vu dans d'autres films que celui-ci. Mais là franchement j'étais vraiment scotchée. Donc si même si vous n'êtes pas forcément fan de Bob Dylan, que vous ne connaissez pas forcément la musique, ou en tout cas si vous connaissez que les titres phares qu'on lui connaît, vraiment allez-y juste pour l'interprétation, l'incarnation de Timothée Chalamet, qui est... Enfin moi ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, vraiment. Peut-être que la dernière fois que j'ai vu ça, c'est... même si j'ai pas tout vu, mais en tout cas dans ce que j'ai vu, c'est Marion Cotillard dans La Môme, quoi. Enfin... Franchement, et encore, j'ai pas vu Charles Aznavour avec, comment il s'appelle, le mec de Leila Bekti. Je n'ai plus son nom en tête, qui apparemment, pareil, Aznavour, prête sa voix à Aznavour. Voilà, en tout cas, allez-y, vraiment. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, c'est pas du temps perdu, clairement pas. Voilà. Je m'arrête ici, je commence à crever de chaud. Je vais aller me faire une petite tisane, un petit carré de chocolat, et je vais me mettre au soleil en t-shirt pour continuer l'empoisonneuse de Palerme. Et en attendant, dans tous les cas, je vous retrouve plus tard avec grand plaisir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'avais pas disparu, enfin si, un tout petit peu, mais pas complètement. Ça fait, je pense, 3 semaines, 3 dimanches que je n'ai pas posté de vidéo pour plusieurs raisons perso, mais surtout j'ai eu pendant quasi 3 semaines une vraie panne de lecture. Alors pour certains 3 semaines ça paraîtra rien, mais pour une personne comme moi qui a l'habitude de lire vraiment tous les jours, ne pas lire pendant 3 semaines, c'est assez énorme. Rien d'inquiétant compte tenu des circonstances perso, mais du coup j'ai un petit peu plus jeté mon dévolu pendant ces 3 semaines sur le livre audio et la suite de la version audio du tome 1 d'Outlander, le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. J'en suis quasi à la fin, j'en suis au chapitre 28, il me reste juste ça.
Et ça a été, comment dire, un bon relais à mon manque de lecture et mon manque d'inspiration. Vous savez, ces moments où vraiment la tête n'y est pas. Mais en plus, vous allez commencer, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, vous allez commencer plein de livres et rien ne va vous accrocher. Donc j'ai commencé au moins, je pense, 4 livres. J'ai lu à chaque fois les 5-10 premières pages et non, vraiment, j'y arrivais pas. Mais pour autant, par contre, du coup, la lecture audio d'Outlander m'a bien tenue et me tient encore bien en haleine. Et je vous l'avais déjà dit, j'adore la voix de la personne qui lit cette histoire. Et comme je vous le disais précédemment, j'ai vraiment la sensation d'être autour d'un feu de camp en plein milieu d'une forêt écossaise par exemple, pourquoi pas, et qu'on me relate une histoire des temps passés. Et vraiment, j'adore cette lecture audio. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je le terminerai, surtout la semaine prochaine. Je pense, pardon, la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà ce qui m'a principalement occupée niveau lecture ces 3 dernières semaines. Fort heureusement, cette panne de lecture tend à se dissiper. Et j'en suis sortie grâce à un petit livre des éditions J'ai lu que j'ai reçu qui s'appelle Les Faux Bouquineurs de Gonzague Pillon. Voici la couverture que j'aime beaucoup, cette petite couverture qui fait un peu penser au... Alors pas celle-ci, c'est surtout l'autre que je vais vous présenter qui, vous allez voir, ressemble un peu au niveau des coloris, mais ce côté un petit peu très pop et très coloré, un peu lecture printanière, lecture estivale, avec une police de caractère relativement grosse, enfin en tout cas plus grosse que le Diana Gabaldon Outlander, avec, on va dire, à peu près 210 pages, ce qui fait que voilà, je me suis dit que pour recommencer à, comment dire, à me ressentir bien dans mes lectures, il fallait peut-être commencer par un petit ouvrage, une nouveauté et une histoire originale. Les Faux Bouquineurs, on va suivre José et Mitch. José est un jeune homme qui habite en banlieue, qui deal beaucoup, mais qui d'ailleurs dans le livre a un phrasé vraiment de banlieue, quoi, vraiment le phrasé de la racaille, dans son plus gros cliché, ce qui fait qu'il y a des fois des phrases, il y a beaucoup de mots en verlan, ce qui fait qu'il y a certaines fois où je relis le verlan et j'inverse les syllabes pour comprendre le mot qu'il veut dire, mais pour autant ça n'entache absolument pas la lecture, ça fait justement, ça donne encore plus de consistance au personnage. Et donc on suit José et Mitch qui lui est un cinquantenaire, je dirais, qui lui n'habite pas dans la banlieue de José, mais pas très loin, qui est un ancien relieur qui restaurait des livres anciens, et par un concours de circonstances malheureux, il se retrouve au chômage, sa nana le quitte, et il se retrouve avec les huissiers à sa porte qui lui réclament je sais plus combien de mois de loyer en retard, et surtout qu'ils disent mais en fait si vous ne payez pas vos loyers, clairement on va devoir ou saisir vos biens ou vous jarter de l'appartement. Ce qui fait que José et Mitch vont à un moment trouver un terrain d'entente. Donc ils se rencontrent parce que José fournit Mitch en substance illégale, on va dire ça comme ça. Et il y a l'un, donc José, qui est toujours dans les bons plans et qui a besoin de financer les études à l'école du Louvre de sa sœur. Et de l'autre, on a Mitch qui a besoin d'argent. Voilà, donc on est sur 2 personnes qui ont besoin d'argent. Et est-ce que non, je ne vais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas mentionné dans le résumé, mais toujours est-il qu'ils vont trouver un bon plan qui a priori est censé les mener tous les deux à cet objectif d'avoir plus d'argent et de pouvoir régler par le fait tous leurs problèmes. Et ce voyage, on va dire un petit peu tous les deux, se passe à bord d'un Renault Trafic qui est complètement brinque-ballant, dont le chauffage part en vrac, dont les soudures rouillent. Enfin vraiment on est aussi là-dessus sur pas que 2 gars qui se retrouvent pour remplir un espèce d'objectif financier, mais on est aussi sur un roman qui raconte un voyage. En fait, ce n'est pas, vous savez la fameuse citation, c'est quoi cette citation? Ce n'est pas l'objectif qui compte, c'est le chemin qu'on prend, enfin quelque chose comme ça, je l'ai plus trop en tête, mais voilà. Donc pour l'instant, j'ai lu les 3 quarts parce que je suis à la page 141, je pense que je vais le terminer ce soir. Voilà, a priori c'est son premier roman.
qui est initialement paru sous le titre Le Radiateur. Et France Inter a dit que de l'auteur qu'il débarquait dans le monde littéraire comme ses héros, avec un vieux camion et l'envie de faire entendre une France des itinéraires bis. Voilà, vraiment, enfin pour le moment, c'est une très très bonne lecture. Je suis très très contente que les éditions J'ai lu me l'aient envoyé celui-ci, parce que vraiment je passe un très bon moment. C'est le genre de petite histoire courte mais qui raconte plein de choses et qui nous nourrissent, je trouve, sans forcément en faire des caisses. Autre roman J'ai lu qui, je pense, sera sûrement ma prochaine lecture, surtout qu'en plus il est paru le 5, donc il y a 2-3 jours, donc j'aimerais pas trop tarder à le lire, c'est le tome 1 de Down and Dusted. Là voilà, la couverture qui fait penser du coup aux œuvres d'art, enfin moi ça m'a fait penser à ça, aux œuvres de Roy Lichtenstein. Je sais pas si vous verrez, mais vous savez, ces œuvres d'art où il y a plein de... Enfin avec du pointillisme à l'intérieur et quelque chose de très pop et très coloré également. Voilà pourquoi je vous disais que ça me faisait un petit peu penser aux poches des faux bouquineurs. Donc là on est sur un tome 1. Le tome 1 qui s'appelle Rebel Blue Ranch, et c'est Lisa Sage qui a écrit ce roman. C'est la couverture qui m'a énormément interpellée. Je l'ai trouvée vraiment, vraiment très belle et très pop, comme je vous le disais. Et après j'ai lu le résumé et je me suis dit, pourquoi pas? Je ne connaissais pas ce phénomène. Apparemment c'est un phénomène des romans un peu qui s'inspirent comme ça, enfin de la romance western, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Je vous lis rapidement le résumé. Pour la première fois de son existence, Amy Ryder, championne de barrel racing, est perdue. Elle est de retour au ranch familial à Meadow Lark, la petite ville du Wyoming où elle a grandi et qu'elle a tout fait pour quitter. C'est ce qu'on appelle revenir à la case départ. Mais elle s'aperçoit vite que les choses ne sont pas tout à fait telles qu'elle les a laissées. Luke Brooks, notamment, est le nouveau propriétaire du seul bar de la ville. Serait-il devenu responsable? Quelle blague! Immature, imprudent, le meilleur ami de son frère a passé son temps à lui rendre la vie impossible. Alors pourquoi semble-t-il être le seul à comprendre ce qu'elle traverse? Voilà, initialement, cette saga a été autopubliée et est devenue un véritable phénomène sur les réseaux et a su séduire plusieurs millions de lecteurs. Donc vraiment, j'ai très envie de découvrir je connais pas en fait vraiment l'univers, enfin les romans western. J'ai un livre, les femmes de... C'est une petite lectrice qui en parlait, les femmes de ranch, je sais pas quoi, je sais plus ce que c'est ce livre. Je sais plus ce que c'est je sais plus le titre, je vous mettrai la couverture ici que je n'ai pas lu, mais c'est le seul roman dans ma bibliothèque sur ces thématiques. Et là, du coup, a priori, on part sur une romance, mais un peu western. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais à mon avis, ça va sûrement être ma prochaine lecture, et si ce n'est pas ça, ce sera le dernier conte d'Alexiane Thiel, ou Force Wing, ouais c'est ça, je l'ai plus, donc j'ai adoré le dernier roman. Pareil, je vous remettrai la couverture ici. Je l'ai plus en tête, mais c'est pas grave, vous aurez la couverture. Voilà où j'en suis du coup de mes lectures récentes. Ça me fait bien plaisir de reprendre un petit peu la caméra. On en parlait avec Manon hier ou avant-hier. Que c'est vrai qu'Instagram, malheureusement, de plus en plus, enfin en tout cas pour certains, perd en visibilité. Alors clairement, je suis pas du tout du genre à aller chercher dans les algorithmes ce qui fonctionne pas. Est-ce que je dois plus montrer ma face ou pas? Est-ce que je dois publier X fois par jour, et plutôt les lundis et plutôt les jeudis, à telle heure, pas telle heure? Enfin, franchement, j'ai pas envie, j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie d'être dans une espèce de stratégie, une stratégie de réseaux sociaux, vraiment pas. Et du coup, j'ai la sensation que sur YouTube, même si bien sûr dans tous les réseaux sociaux, à un moment, je pense, si on veut percer plus, il faut forcément avoir une petite stratégie. Mais en tout cas, sur YouTube, c'est ce qu'on disait, c'est, je sais pas, ça parle... Enfin, c'est plus, comment dire, plus simple en tout cas, ou en tout cas a priori moins prise de tête, ou en tout cas moins décevant, si du coup on passe un temps de dingue à faire une photo ou un post. Et enfin, voilà, parce que la photo, enfin vous le savez, enfin voilà, la photo faut la penser, il faut écrire le texte, il faut filtrer un petit peu, enfin voilà, enfin il faut, moi c'est ce que je fais, et du coup ça prend du temps, alors qu'en vrai
tourner une vidéo, pour moi en tout cas, c'est moins énergivore et c'est moins intense que des posts Instagram. Et du coup là vous voyez, j'avais 10 minutes, allez je prends ma caméra, j'ai quelque chose à dire, je la pose, je filme, je mets dans mon logiciel de montage, j'enchaîne tous mes petits trucs, hop, j'enregistre la vidéo et ça roule en fait. Et voilà, c'est moins, ça nécessite moins d'investissement je trouve. Bref, tout ça pour dire que voilà, la question qu'on se posait c'est est-ce qu'au final il faut pas délaisser ou est-ce qu'à l'avenir il y aura pas une certaine lassitude sur Insta de notre part et du coup pour un peu plus investir YouTube. Bref, on n'en sait rien. Toujours est-il que voilà, c'est vrai que c'est dommage malgré tout quand même que pour certains, après encore une fois, je suis pas allée étudier les comptes et savoir qui perdait des abonnés. Enfin voilà, mais de ce que je vois des fois en story, j'ai la sensation que du coup beaucoup sont déçus du nombre de likes qui diminue alors que l'investissement est toujours le même. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. Je vais pas me lancer dans des analyses que j'ai pas envie d'avoir ou de faire. Mais voilà. Donc en tout cas, moi c'est toujours juste... Enfin en tout cas ça reste quelque chose où je n'ai pas envie de me prendre la tête, où j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Parce que les prises de tête, elles sont déjà bien là au boulot et dans d'autres domaines de nos vies. Et là c'est un peu la bulle où justement on ne se prend pas la tête. Voilà. Dans tous les cas, je vous reprends plus tard, sûrement avec du coup un petit update des faux bouquineurs, sûrement un autre roman commencé. Et puis dans tous les cas, j'espère que vous n'avez pas eu de panne de lecture et j'espère que voilà, vous lisez de super belles choses et on se retrouve plus tard. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 10, peut-être le 15 ou 16 mars je pense, 14 mars, je ne sais plus. Bref, je vous reprends avec pas mal de petites choses à vous dire comme... le début de cette vidéo fait déjà plus de 30 minutes, je vais essayer de la faire un peu courte. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que, en fait, j'ai retrouvé un bout de vidéo que j'avais tourné il y a 3 semaines, que je vous ai mis du coup tout au début et que vous avez d'ores et déjà regardé. Et ce midi, j'ai déjeuné en compagnie de la dernière vidéo YouTube de Manon, les lectures de Manon. Et elle parle d'une faille spatio-temporelle sur le mois de février. Et je pense que vraiment on était complètement dans la même faille spatio-temporelle et qu'on en sort toutes les deux petit à petit. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je reviens avec les faux bouquineurs de Gonzague Pilon que j'ai terminé aux éditions J'ai lu. Je ne vais pas vous refaire le résumé, vous l'avez précédemment. Ce que je peux juste vous dire c'est que j'ai vraiment passé un très très bon moment. Que c'est une jolie aventure de vie, un joli voyage un peu à la Kerouac, je dirais. Alors, un peu moins poussé, on va dire, dans l'écriture et les descriptions de Jacques Kerouac, mais en tout cas, ça m'a fait un petit peu penser à ces personnages de romans un tantinet. Alors là, du coup, ils sont pas forcément beatniks. Chez Kerouac, c'est des beatniks, mais en tout cas, voilà, de gars comme ça que tout oppose, qui ont une certaine vie, une vie un peu particulière, une vie marquée par des épreuves, par un contexte social et économique bien particulier, qui se rencontrent et qui vont vivre comme ça des petites aventures le temps d'un voyage ensemble où il va leur arriver plein de choses, où ils vont se rendre compte d'éléments sur leur vie, sur la vie d'autres et du coup ça va les nourrir et ça va les faire changer. Du coup, on est vraiment là-dedans. On ne parle pas forcément non plus d'un roman initiatique parce que ce sont deux personnages qui ne sont pas, on va dire, aux prémices de leur vie d'adolescent ou d'adulte. Ils sont déjà bien assis dans leur contexte. Mais il n'empêche que, voilà, c'est une petite aventure qui va, comme je disais, les nourrir. Et vraiment, c'est un bon petit roman. C'est pas un coup de cœur, mais il n'empêche que c'est une bonne lecture dans ce qu'elle apporte en tout cas et dans le message qu'elle transmet. Voilà, donc les faux bouquineurs de Gonzague Pilon, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. J'ai enchaîné avec une lecture, mais il m'en manque une d'ailleurs. J'ai lu ça et après j'ai enchaîné tout de suite avec ça. J'ai rien lu entre. Bah non du coup. Non, pas, sûrement pas. Avant qu'elle disparaisse, Dana Reyes, elle vous attend au fond des bois, que m'a très gentiment envoyé les éditions Hauteville dans la catégorie Hauteville Suspense. La couverture m'avait vraiment très intriguée, ce côté
petite cabane au fond des bois, les volets fermés, la porte fermée, on ne sait pas ce qui se cache derrière, on est au milieu de bois relativement sombres où la lumière ne passe pas forcément beaucoup, quelque chose de très humide, de très pénétrant. Et on est du coup sur l'histoire de Maya, sur une double temporalité, Maya plus jeune et Maya aujourd'hui. Maya est une jeune femme qui est perturbée, qui est psychologiquement en difficulté et qui dans sa jeunesse a vécu un épisode assez traumatisant. Est-ce qu'il est mentionné? Oui, il est mentionné là, donc je ne vous spoil pas. Elle a vécu une scène traumatisante où elle a vu, donc jeune, où elle a vu sa meilleure amie, Aubrey, mourir devant ses yeux, littéralement tomber, c'est-à-dire qu'un instant, elle parle et elle vit, elle est complètement normale, et d'un coup, elle bascule et elle meurt. Et ce décès, le basculement comme ça, la chute de son amie et le décès de son amie se déroule devant elle, donc devant Maya, et devant Franck, qui est un homme assez particulier, assez mystérieux, que Maya va rencontrer dans sa ville, à la bibliothèque, dont elle va tomber amoureuse. Et voilà, donc on a cette jeunesse de Maya qui est marquée par cette rencontre avec Franck, son amour de jeunesse, la mort de sa meilleure amie Aubrey devant Franck, devant elle, quelque chose de relativement inexplicable, et du coup un traumatisme qui va obliger les médecins à la mettre sous médicament qui s'appelle le Ritrovil ou le Rivrotil, quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'elle a absolument besoin pendant toutes ces années jusqu'à notre époque de prendre ce médicament, et aujourd'hui, donc à l'époque en tout cas présent, donc on n'est pas dans le passé mais vraiment en présent, elle est en couple avec Dan. Elle travaille dans une jardinerie, tout a l'air de plutôt bien se passer, sauf qu'elle est toujours sous médoc comme ça, qu'elle a vraiment envie de s'en détacher, de ne plus avoir besoin de les prendre. Et cette décision arrive au moment où elle voit une vidéo sur internet où elle reconnaît, donc c'est une vidéo qui est filmée dans un diner. On voit le visage de Franck qui est face du coup à la caméra, on voit de dos une autre jeune femme et la jeune femme on la voit tomber et du coup mourir d'un coup devant toujours ce même Franck. Donc rebelote, Maya ça la retransporte un petit peu dans son passé, dans tout ce qui s'est passé avec sa meilleure amie Aubrey, et du coup elle décide, pour en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes, de retourner chez sa mère Brenda, de retourner dans sa ville d'enfance, de retrouver Franck pour percer ce mystère et de savoir ce qui peut bien se passer pour que ces jeunes femmes décèdent comme ça d'un coup. Et peut-être essayer du coup de comprendre pourquoi elle a ce traumatisme et pourquoi ça la hante elle aussi à ce point-là. Derrière, c'est marqué, enfin Reese Witherspoon a qualifié ce roman de thriller. Moi, j'ai pas du tout eu la sensation que c'était un thriller, c'est un bon roman de suspense. C'est un roman qui au début est assez déstabilisant parce que... alors, je vais essayer de pas trop vous en dire parce que sinon vous allez un petit peu capter direct les rouages, mais en tout cas, c'est le type de roman. Quand on commence, c'est un peu vaporeux, un peu indécis, on passe de chapitre en chapitre et on a du mal à savoir où l'auteur veut nous emmener, ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui cloche, enfin on sent qu'il y a quelque chose mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et quand je parle de suspense, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un acte très factuel où il y a une arme, il y a un meurtre, basta, et à la rigueur les rouages c'est qui a tué, pourquoi, quel était mobile, etc. Et là en fait on a du coup même pas tant un meurtre mais en tout cas une mort inexpliquée avec une personne redondante dans les faits qui est ce fameux Franck, mais ça reste quand même relativement vague et on reste dans cette espèce d'entre-deux comme ça où on avance, on se dit mais ouais bon allez, enfin qu'est-ce qui se passe vraiment, on comprend pas trop, c'est flou. Et puis à un moment, ça y est, à la fin on comprend vraiment pourquoi on était dans le flou et ce qui se passe réellement. Et du coup c'est là où le roman prend une tournure assez intéressante. Alors pareil, comme pour les faux bouquineurs, c'est pas un coup de cœur, c'est un très bon moment de lecture, ça passe très bien. Donc voilà, écoutez, j'ai bien aimé, mais sans que ce soit un coup de cœur. Donc voilà, si vous cherchez un bon petit suspense, un entre-deux lectures ou une petite panne et vous avez envie de
voilà, lire quelque chose qui va vite passer, et bien écoutez, Anna Reyes, avant qu'elle disparaisse, je vous le conseille bien entendu. Ensuite, on est sur des emprunts réception prochaine lecture. J'ai emprunté à la bibliothèque Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. J'ai très peu vu passer d'avis, mais parce que je suis pas allée les chercher, peut-être qu'au moment de la sortie, j'étais aussi peut-être un peu moins sur Instagram. Du coup, c'est cool parce que je pars sans a priori. Sans a priori, et ça c'est cool. J'aime beaucoup Olivier Norek, pardon, c'est un auteur que j'adore. J'avais adoré La Guerre des Mondes, qui a été mon premier Olivier Norek et qui m'a marqué, et que je conseille à toutes les personnes qui ne connaissent pas en tout cas l'œuvre d'Olivier Norek. Pour moi, à mon sens, c'est son meilleur. Il m'a vraiment marqué. Impact est bien, qu'est-ce qu'il y a, Surface est bien, mais La Guerre des Mondes, vraiment, il m'a complètement saisie. Là, il me semble que ça se passe en Finlande. On est au cœur du plus mordant de ces hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire. Un peuple se dresse contre l'ennemi, et parmi ses soldats naît une légende, la légende de Simo, la mort blanche. Je me le suis aussi mis sur Audible en audio pour passer de l'un à l'autre. Je pense que je vais en faire qu'une bouchée, je ne l'ai pas encore commencé. Et ça a l'air d'être une histoire vraie, puisqu'on a, enfin il me semble, après que je lise le prologue, mais je sais pas, on a une photo du fameux Simo ici. Alors après ça peut être une photo fictive, une photo inventée, mais j'ai quand même l'impression que ça a l'air d'être une photo d'archive. Et d'ailleurs à la fin il y a aussi des photos et des documents annexes, donc oui, ça a l'air quand même d'être une histoire véridique, ou en tout cas inspirée d'une histoire vraie, d'un fait réel. Voilà, quand je vous dis que je me suis vraiment pas du tout intéressée au fond de cette histoire, au contexte d'écriture, à l'inspiration de l'écrivain, je l'ai vraiment pris comme ça, sans me poser de questions, parce que c'est Olivier Norek et parce que je ne suis jamais déçue de ses romans. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, dans tous les cas, je vais le commencer ce soir. Réception, je participe au prix Poche de chez Charleston, et j'ai reçu le premier du coup de la sélection 2025 qui s'appelle Dernier bateau pour l'Amérique de Karine Lambert. Donc on est sur un livre qui m'a l'air historique dans les années 40. Un matin de novembre, Karine Lambert apprend la mort de sa mère qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans. Cette disparition marque le point de départ d'une plongée dans sa généalogie pour comprendre celle qui ne lui a jamais dit qu'elle l'aimait. Au fil de son enquête, la romancière découvre les secrets enfouis d'une famille russe askénaze, plusieurs fois déracinée. La vie qu'on ne lui a pas racontée, elle décide de l'imaginer. Tout commence en 1940 lors de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne, quand Germaine, jeune pianiste prodige, est contrainte de fuir avec les siens. Du coup, ça a l'air d'être un roman inspiré d'une histoire vraie, puisque dans le synopsis, il est question de Karine Lambert, qui est donc l'autrice. Entre récit historique et quête identitaire. Les mots nous embarquent dans un passionnant voyage intérieur. Donc oui, ça a l'air d'être un récit autobiographique, ou en tout cas d'inspiration autobiographique, j'ai l'impression. Donc voilà, je vais lire ça du coup rapidement, parce qu'il faut qu'on lise. Donc je crois qu'il y a 8 livres en tout pour la sélection du prix Poche, qu'il faut lire d'ici le mois de mai. Bon, après c'est que le premier que je reçois, mais je vais essayer de ne pas trop prendre de retard sur cette sélection. Voilà, donc ça c'est réception Charleston. J'ai reçu un livre de la part de Akata Édition, et du label, en fait Akata Édition a plusieurs labels, dont le label Young Novel. Et il s'agit d'Ophélia malgré tout de Raquel Marie. Donc voilà, j'ai trouvé déjà de base l'objet livre très beau et très coloré. On est sur les thématiques amitié, adolescence, queer. Hamlet est peut-être une tragédie, mais Ophélia méritait une comédie. Je vous lis le résumé. Ophélia est une fille qui sait ce qu'elle aime, ses amis, les roses, la nourriture cubaine et aussi les garçons, bien trop de garçons. Profondément romantique, elle a tendance à avoir de nombreux coups de cœur, ce qui fait beaucoup rire son entourage. Mais à l'approche du bal de promo, les certitudes d'Ophélia commencent à s'effriter. Depuis quelque temps, elle se sent troublée quand la mystérieuse Talia Sanchez est dans les environs. L'adolescente sait-elle vraiment qui elle est et surtout ce qu'elle désire? Rien n'est moins sûr, et tandis que la fin du lycée est synonyme de changement, elle pourrait être forcée à remettre en cause ses convictions. Avec une bonne dose de bienveillance, Raquel Marie décrit le quotidien d'une adolescence qui se cherche, parlant autant d'amour que d'amitié. Ce roman montre aussi à quel point le chemin pour s'accepter est rarement linéaire.
Et je trouvais ça intéressant quand j'ai reçu le communiqué de presse de ce roman. Du coup, je voulais comment? J'avais envie en fait de voir comment dans la littérature adolescente on parle de ces sujets. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Je pense que je vais le lire assez vite. Il me semble qu'il est déjà sorti. Est-ce que j'ai la date quelque part par là? Février 2025, il est sorti du coup en février. C'est marqué aux ados queer et à ceux du coup qui sont encore en plein questionnement. Je suis de tout cœur avec vous. Et à maman, tu étais un miracle, que tu sois désormais, j'espère que tu t'y plais. Voilà, donc le propos de ce roman. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je ne sais pas si vous connaissez. Il faut que je me renseigne un petit peu plus sur cette maison d'édition Akata Édition. Alors c'est une maison d'édition qui est porteuse de ses valeurs et de ses sujets plus particulièrement, ou si pas forcément, et si là du coup ils se sont ouverts avec une autrice qui les aborde. Mais en tout cas voilà, ça m'intéresse de savoir comment on écrit à des adolescents, voilà, pour aborder ces sujets-là. Bref, voilà, ce sera aussi l'occasion d'une prochaine lecture. Je voulais vous conseiller, 14 minutes, ça va. Je voulais vous conseiller deux petites choses qui ne sont pas de lecture. L'une des choses est en lien avec la lecture. Il s'agit du podcast. Je ne l'ai pas en tête. Où est mon téléphone? Mon autre téléphone est là-bas. Mince. Je vous mets le visuel du podcast. Got Myself, je sais plus le nom du podcast, mais en tout cas c'est un podcast de plus de 2 heures avec un invité que j'adore qui n'est autre que Joël Dicker, qui a sorti un nouveau roman récemment qui s'appelle, il me semble, La très catastrophique visite du zoo, que j'ai très envie de me procurer. Et en fait c'est un podcast, donc comme je vous le disais, de plus de 2 heures, donc entendre Joël Dicker parler de sa carrière, de sa maison d'édition, de ses sociétés, de son travail d'écrivain, de son organisation pour écrire, et surtout il parle d'un sujet qui est très cher à son cœur. Peut-être que vous avez vu à l'occasion du 11 mars, là, je vous mettrai en lien la vidéo en barre d'infos, il a édité et produit une vidéo en faveur de la lecture, puisque le 11 mars c'est la journée de la lecture, où les gens, n'importe où, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les crèches, que ce soit dans les entreprises, n'importe où, l'ensemble de la population, on va dire française, était invitée à lire 15 minutes dans sa journée du 11 mars. C'est voilà, la journée de la lecture. Et du coup, Joël Dicker a produit une vidéo avec plusieurs personnalités sur voilà, le 11 mars, je lis. Et en fait, c'est vraiment chez lui, pour l'avoir entendu parler dans plusieurs interviews, c'est vraiment chez lui un sujet hyper porteur et qui lui tient vraiment à cœur. Et il en parle vraiment très bien dans ce podcast. Il a notamment édité dans sa maison d'édition qui s'appelle Rosie and Wolf, je crois que c'est ça, un livre traduit du coup de l'anglais au français, parce que c'est un livre qui a été édité aux États-Unis, qui du coup rassemble pas mal de propos scientifiques sur l'importance de la lecture. Il raconte dans le podcast qu'il était très étonné quand il a découvert ce livre aux États-Unis qu'il n'y ait pas de traduction française, puisqu'apparemment c'est un livre qui est édité dans beaucoup de pays dans le monde, sauf en France. Et du coup, il a fait le choix de l'éditer dans sa maison d'édition. J'aimerais vraiment d'ailleurs me le procurer. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à écouter le podcast juste pour toute cette partie où il parle de l'importance de la lecture et pourquoi la lecture modèle le cerveau, le modèle notamment, et l'invite à l'empathie. Enfin, il parle d'empathie, il parle d'intuition, il parle d'imagination. Enfin, ses propos sont hyper intéressants, hyper fluides. On sent que c'est un sujet qui le passionne et il en parle vraiment très bien et ses propos sont très accessibles. Donc rien que pour ça, je vous invite vraiment à écouter ce podcast. Je vous mets le lien en barre d'infos, je vous remets le visuel et le titre du podcast ici. Et vraiment, n'hésitez pas. Moi, je sais que je me le mets... Alors, 2 heures, c'est long. Mais au final, si on se le met... Moi, je sais que j'aime bien mettre des podcasts quand je fais la vaisselle, ou quand je me brosse les dents, ou quand je m'habille le matin, ou quand je me prépare, ou quand je fais la cuisine. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'avance petit bout par petit bout. Et... Ah, ma lampe a chu. Bon, c'est pas grave, on va finir comme ça, la vidéo.
Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est un film que j'ai regardé hier qui s'appelle Goliath, réalisé par, je n'ai plus le nom en tête, j'aurais dû me prendre des petites notes. Toujours est-il que c'est un film qui est sorti il y a un petit moment, je crois, qui est disponible sur Netflix. Je me l'étais mis dans ma liste des films à regarder et quand j'ai vu qu'il était dispo sur Netflix, j'ai sauté dessus. Il s'agit d'un film qui parle du scandale phytosanitaire autour de glyphosate. Sauf que dans le film, le glyphosate porte le nom de tétrazine. Et donc en gros, il y a plusieurs personnages principaux. Il y en a un, du coup, interprété par Pierre Ninet, qui, pour une rare fois dans un film, il a vraiment le rôle d'un infime C. Bip. Commence par cause et finit par nar. Et c'est rare de voir Pierre Ninet dans ce genre de rôle, qui du coup travaille pour une entreprise experte en communication et en relations médias. Et il travaille du coup pour la société qui produit la tétrazine. Et en tout cas, il est chargé du coup de gérer un petit peu les communications de crise autour de ça. En face, nous avons Gilles Lellouche qui interprète le rôle d'un avocat. Donc tout ceci part d'une histoire vraie, peut-être que c'est un fait d'actualité dont vous vous souvenez très peu, mais pour vous refaire la petite histoire, je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais un couple du coup de deux femmes agricultrices, l'une du coup décède d'un cancer, le cancer de ce qu'en dit du coup l'avocat Gilles Lellouche a été provoqué par l'utilisation de la tétrazine. Il perd le procès face du coup à Phytolis, ou enfin bref, la société qui du coup fabrique la tétrazine. Et sa compagne, son épouse, du coup, cette agricultrice qui décide du cancer, à un moment en a marre en fait de supporter tout ça et décide d'aller au siège du coup de la société qui exploite tétrazine et de s'immoler par le feu, de se suicider. Et elle devient un peu le symbole de tous ces agriculteurs, de tous ces habitants de proximité qui vivent à côté de ces champs qui sont traités. Elle se fait un petit peu le symbole de toute une société empoisonnée du coup aux pesticides. Et donc Gilles Lellouche décide de prendre tout ça à bras le corps, de pousser ses recherches pour faire tomber la société, ou en tout cas que l'Union européenne puisse à un moment décider de ne pas renouveler l'utilisation de ce pesticide dans l'agriculture française et du coup à l'échelle de l'UE. C'est saisissant, c'est scandaleux, ça fait flipper, hein, vraiment, clairement. Et en fait, ça, bien entendu, ça dénonce tout ce système de lobby de l'agroalimentation, qui, sous couvert de devoir produire de l'alimentation en masse pour nourrir une population grandissante, se dit que dans tous les cas, en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser des pesticides. Pour éviter les maladies, pour du coup forcément augmenter la capacité de rendement, etc. Enfin moi je vous passe les détails. Sauf que bien entendu, on sait qu'il y a d'autres solutions qui existent, dont la permaculture. Enfin après je vais pas vous lancer dans ces sujets parce que c'est des sujets qui moi me passionnent, donc je pourrais vous en parler pendant des heures. Bref, toujours est-il que on se rend compte, et c'est ça qui est glaçant dans le film, la force, mais on le sait, des lobbies. Il y a le lobby pharmaceutique, mais il y a les lobbies dans l'agroalimentation, et on se rend compte de la puissance que c'est et de leur capacité à dissimuler des informations qui s'avèrent bien entendu dangereuses pour l'ensemble de la population. Voilà, je le trouve très intéressant parce qu'il part d'un fait réel tout en faisant une fiction, mais il n'empêche que on sait pertinemment que ce qui est raconté dans le film, du coup, ça n'est pas au sujet de la tétrazine, mais au sujet du glyphosate. Et bref, je le trouve assez passionnant, et du coup, c'est le genre de film qui un peu éveille les consciences. Alors... Voilà, certaines personnes, peut-être que vous vous direz, non, en fait, je veux pas regarder le film parce que je ne veux pas savoir. Alors là, le fait de savoir, du coup, permet quand même malgré tout de se dire, bon, bah, peut-être que je vais faire un petit peu plus attention à mon alimentation, peut-être que je vais un peu plus m'informer sur, je sais pas, les composants des produits que j'achète, ou peut-être que je vais plus aller en magasin bio, ou peut-être que je vais moins consommer de pommes parce qu'on sait que les pommes, c'est X couches de pesticides, etc. Enfin bref, dans tous les cas, que vous soyez intéressé par ces sujets de près ou de loin,
voilà, le film est... C'est un peu comment, un thriller phytosanitaire au final cette histoire, mais bref, je l'ai trouvé vraiment, vraiment top. Goliath, que vous pourrez trouver sur Netflix ou ailleurs, si vous n'avez pas Netflix, j'imagine. Mais dans tous les cas, je vous le conseille vraiment à 2000%. Voilà, je vais m'arrêter là, on est à 24 minutes, du coup ma vidéo globale fera quasi 1 heure, ce qui est déjà pas mal. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, elle est un petit peu décousue parce que j'ai fait un bout de vidéo, puis j'ai arrêté, puis j'ai refilmé, etc. Mais dans tous les cas, il y a de la lecture et il y a un peu tout plein d'autres choses qui m'intéressent et qui me passionnent. Et en attendant de vous retrouver plus tard, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à plus tard dans tous les cas. À plus!